Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Bonsoir les amis, eh bien écoutez, heureux de vous retrouver, parce que ça fait quelque temps que vous m'aviez peut-être pas vu. Je suis désolé, je bouge beaucoup, je suis appelé à faire des conférences de ci, de là, mais évidemment, je confie les rênes de mon émission à mon ami Eric qui fait ça très bien. Voilà, j'ai aucun doute sur le sujet. Donc, pour ce soir, écoutez, je suis content de vous retrouver en tout cas. Alors, ce soir, ça va être consacré à la Suisse, avec deux représentantes, donc, pas dans la politique suisse, hein, mais je veux dire deux représentantes qui ont co-fondé une fondation, mais ça, on va y revenir. Et puis, ça va nous changer d'air parce qu'en France, on est les politiciens sont en plein débat pour savoir si Epstein, il faut prononcer Epstein ou Epstein. Alors que le vrai problème, me semble-t-il, ce serait plutôt de regarder et d'établir des preuves du nombre d'enfants, de mineurs qui ont été malheureusement prostitués contre leur gré, qui ont été torturés et qui ont même été tués. Mais apparemment, la classe politique s'intéresse plus à cette prononciation, à savoir s'il faut prononcer Stein ou Steen. Et là, ça devient presque du grand guignol. Ça devient malheureusement, c'est un pâle reflet de la dégringolade de la société française. Donc, c'est pour ça, ce soir, on va aller en Suisse, c'est bien. Or, la Suisse, vous savez, c'est pas non plus les montres, les coucous suisses, c'est le gruyère, non, c'est aussi Davos, hein, ça vous le savez, où la prostitution d'ailleurs de luxe est en hausse constante, d'ailleurs, entre parenthèses. C'est aussi l'ONU, c'est aussi là où il y a l'ONU, l'OMS et bien d'autres organisations. Alors, déjà, pour en parler ce soir, j'ai invité déjà une personne qui est devenue rapidement une amie très chère et qui m'a fait le plaisir et l'honneur de m'inviter plusieurs fois d'ailleurs à Genève pour donner des conférences sur des sujets divers et variés. Elle est juriste, master en droit. Elle est engagée depuis de nombreuses années dans la protection des droits fondamentaux ainsi que la préservation de la souveraineté suisse et la promotion de la démocratie directe. Alors, elle a été au cœur des campagnes, évidemment, autour de cette fameuse pandémie Covid-19, des accords internationaux de l'OMS, entre l'OMS, l'UE, etc., et des initiatives populaires visant à sauvegarder la primauté des droits suisses ainsi que les libertés publiques. Elle est très active dans le domaine public, elle participe à des conférences, des débats et des médias indépendants, abordant des sujets tels que la neutralité, la disparition progressive de l'argent liquide, la numérisation de la société et les dangers liés à une servitude technologique. Et par sa rigueur juridique et son engagement civique, elle représente une vigilance constante face aux dérives de la gouvernance mondiale et à l'érosion de la démocratie. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Caillet. Merci pour ton accueil, Claude. Plaisir partagé, sans cesse renouvelé, Michel. C'est un plaisir. Bienvenue à toi. Alors, aussi au fur et à mesure de mes venues à Genève, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer une personne avec qui, d'ailleurs, tu travailles activement, Michel, qui mène les mêmes combats que toi. Elle exerce en tant que médecin psychiatre, elle est psychothérapeute aussi et auteure. Elle s'intéresse de manière approfondie aux relations entre la santé mentale, la transmission intergénérationnelle et les problématiques sociétales. Elle met en avant le soin, la conscience et la responsabilité individuelle. En tant que conférencière et praticienne, elle propose une approche holistique qui relie les soins, l'art, la culture et la santé intégrative, faisant de la joie partagée un véritable vecteur de guérison tant individuelle que collective. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Frédéric Giacomoni. Je le prononce un peu à l'italienne. Bonsoir et bienvenue, Frédéric. Bonsoir Claude, merci beaucoup pour ton accueil et ta présentation. Bonsoir Michel et bonsoir à tous. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir toutes les deux. Alors déjà, grâce un peu à la complémentarité, j'allais dire, de vos parcours respectifs, parce que
vous avez su allier le droit, la souveraineté et la défense des libertés et l'autre, évidemment, l'autre côté, la psychiatrie, la psychothérapie, l'écriture et la santé intégrative. Et vous avez décidé de fonder une fondation, alors ça fait un peu redondant, créer, plutôt co-créer une fondation, voilà, je vais y arriver, qui s'appelle Temilia Gioia. Alors là, je suis pas très ferré en latin, et c'est un lieu où la démocratie redevient une expérience tangible, joyeuse et incarnée, un espace où la justice se marie avec la joie et où la loi est mise au service de l'aide. Alors déjà, eh ben, vous allez nous en parler un petit peu de cette. Pourquoi avoir eu l'idée de créer donc cette fondation, et puis nous expliquer un peu les buts et les objectifs que vous poursuivez au travers de la création de cette fondation. Alors, qui veut commencer à s'exprimer? Michel ou Frédéric? Vous voulez choisir? Y aller. Alors en fait, cette fondation, c'est une idée qui nous trotte dans la tête déjà depuis, depuis un long moment, je dirais pratiquement 2 ans où ça nous trotte dans la tête. Lorsqu'on était encore au mouvement fédératif roman, c'était déjà d'actualité, en tout cas dans la tête. Et puis, bien à la fin de l'année dernière, eh bien ça a commencé à se mettre en place. Donc nous avons constitué cette fondation. Enfin, elle est en cours de constitution cette fondation parce que il faut trouver des fonds et bon c'est toujours le même problème, c'est toujours le nerf de la guerre de trouver des fonds. Mais bon, j'ai bon espoir que tout ça se fasse assez rapidement et puis qu'on ait vraiment cette fondation juridiquement constituée. Ça nous empêche pas déjà de commencer à avoir un certain nombre d'activités. Donc la fondation, son mantra, c'est restaurer l'humain par la justice et la joie. Alors, tu parlais de latin, parle même pas de latin, Claude, c'est gioia, comme en italien, la joie, gioia. Et alors, j'ai rien dit. Voilà, tu vois, il n'y avait pas besoin de se connaître le latin, juste l'italien, ça suffisait. Et puis, donc, Thémisia, eh bien, c'est la justice, bien évidemment, ouais. Et gioia, bah, la joie, ça paraît assez évident. Comment ce mot nous est venu? Alors, Thémisia, c'était assez évident pour nous, on a cherché un petit peu, mais enfin bon, justice, ça allait bien avec les valeurs, justement, qui sont liées à la souveraineté, aux institutions politiques suisses, à la démocratie, etc. Tout ça était bien lié. Et puis, en plus, il a fallu trouver autre chose. Et puis, ça nous a trotté dans la tête. Et j'ai cherché plein de mots, il n'y avait rien qui allait. On en a essayé plein, il n'y avait rien qui allait. Rien. Bon, et un matin, je me suis réveillée, je raconte l'histoire parce que c'est vraiment assez, comme qu'on peut être inspiré par moment. Je me réveille et je regarde une petite vidéo où il y avait là un jeune garçon qui était dans une salle de concert visiblement avec tout un parterre de personnes et il faisait chanter tous ces gens ensemble qui se connaissaient pas et ça donnait un résultat tout à fait extraordinaire. Et on se rendait compte du lien qu'il y avait entre toutes ces personnes. Sur leur visage, on voyait une joie, une pulsion de vie, j'ai envie de dire pulsion de vie, parce que la joie, c'est ça, c'est une pulsion de vie, c'est une valeur très profonde. Et pour moi, ça a été vraiment comme une révélation. Thémisia, Gioia, récupérer les êtres humains en passant par la joie pour leur permettre d'accéder à plus grand qu'eux déjà, et puis peut-être aussi également pour accéder à plus de connaissances dans la joie, plutôt que ça soit toujours dans la morosité. Quand on se rappelle à l'école, on ne s'est pas toujours amusé. Je pense que s'il y avait eu cette vision de joie, cette valeur qui est tellement importante et qui est vraiment intrinsèque à l'humain, eh bien, je pense qu'on aurait peut-être été des meilleurs élèves. En tout cas, peut-être pour moi, ça aurait été comme ça. Je sais que Frédéric, c'était une très bonne élève, mais moi, pas du tout. Voilà. Voilà pour la petite histoire sur simplement le vocable Thémisia Gioia. Voilà, mais je vais laisser Frédéric enchaîner pour dire d'autres choses. Ok, Frédéric, un petit mot là-dessus. Bon, alors, ce que je peux ajouter, c'est vraiment tout le côté joie et tout ce qui va avec. Donc, la danse, l'art, être ensemble dans une certaine forme de transcendance. Il y a la joie, en réalité, selon moi en tout cas, c'est la ligne de base de l'être humain. On nous dit toujours que non, pas du tout. L'état de base de l'être humain, c'est la neutralité. Mais non, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. La joie, c'est une émotion extrêmement profonde et qui est là, elle est juste recouverte
par toutes les autres émotions qu'on connaît. En général, on les connaît plutôt sous vocable peur, honte, culpabilité, angoisse, tristesse, colère, etc. Tout ça, ça recouvre la joie, ça nous empêche de nous connecter et de la ressentir. Mais quand on arrive à libérer tout ça, notre ligne de base, c'est pas la neutralité, parce que au fond, c'est pas très intéressant, mais c'est la joie. C'est quelque chose qui est sans objet. C'est quelque chose d'extrêmement profond, mais aussi d'extrêmement fragile. Donc c'est bizarre parce que je dis c'est profond. Si c'est profond, ça devrait être très ancré. Et non, c'est très fragile parce qu'il suffit d'une pensée, il suffit d'allumer sa télévision et de voir les nouvelles et hop, c'est fini, on n'est plus dans la joie. Donc la joie, c'est ce qui c'est ce qui nous relie aussi, c'est ce qui fonde notre humanité. Et on peut la retrouver avec des choses toutes simples. Se connecter à la nature, voilà, l'art, la beauté, enfin, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout détailler là maintenant, mais c'était notre objectif, c'était vraiment de relier. Et tout ça, ça va dans la recherche de la justice, de la vérité aussi. Finalement, chercher la vérité, ça rend joyeux. Une fois qu'on est sur un chemin de vérité, on est beaucoup plus calme, paisible et joyeux. Donc voilà, c'est une façon pour nous de restaurer l'humanité à travers alors on a différents projets, voilà. On va voir si on arrive à les mettre en place, mais on va tout faire pour. De toute façon, Michel a beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place. En tout cas, bravo à toutes les deux, parce que c'est beaucoup de travail de créer une fondation. Après, c'est pas le tout de la créer, il faut la faire vivre, il faut que ça demande énormément d'énergie, effectivement, et ça demande beaucoup de travail. Et puis, ça demande un peu des fonds. Donc, je présume que je vais en profiter pour passer un petit message à nos amis internautes. Écoutez, n'hésitez pas. Allez vous connecter sur le site officiel de leur fondation et puis laissez-vous guider. Et puis, si vous avez envie de leur donner un coup de pouce, surtout, n'hésitez pas. Je pense que la vie, finalement, est drôle à partir du moment où tu la partages avec des amis et tu la partages avec des gens. Sinon, le reste, je vois pas trop d'intérêt. Absolument. Je pense Tout à fait d'accord. On va se rejoindre là-dessus. Moi, je suis quelqu'un où je pense qu'effectivement, la vie n'a de valeur que si l'on peut aider son prochain et si l'on peut faire progresser les choses. Le reste, c'est finalement, c'est très accessoire. Bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre, on est bien d'accord, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui sont centrés que là-dessus et qui en oublient effectivement le reste, l'amour, l'amitié, la fraternité, etc., etc. Donc, c'est bien. J'aime bien ce genre d'initiative. Alors, évidemment, on pourrait continuer à parler de joie et de bonne humeur. Malheureusement aussi, l'actualité est de l'autre côté, je dirais, le camp du mal nous pousse effectivement à essayer de contrecarrer un peu leur avancée. Et alors, on en est, puisqu'on est en Suisse, donc il y a plein de sujets qu'on avait évoqués dans cette émission. Et alors déjà, cette fameuse souveraineté suisse et cette démocratie directe, est-ce que cette souveraineté suisse est mise à mal aujourd'hui avec ses rapports avec l'UE, etc., l'OMS? Moi, je pense que oui, mais je vais vous laisser développer toutes les deux. Alors, qui commence? J'y vais. Oui, effectivement que la Suisse, je pense que la France, les Français de manière générale ont une idée assez caricaturale de la Suisse, dans le sens, tu parlais tout à l'heure moi j'aurais dit chocolat, mais toi tu as parlé des montres, mais il y a aussi les montres. J'ai oublié le chocolat, c'est vrai. J'ai parlé des coucous suisses, j'adore le machin. Voilà, il y a la fondue, il y a plein de la fondue, il y en a aussi en France. Bon, voilà. Mais il y a tout ça, donc ça c'est un peu l'image de la Suisse, et puis on dit la Suisse c'est le modèle de la démocratie mondiale. On est tout le temps cité comme une démocratie absolument extraordinaire.
Alors, oui, il y a des outils démocratiques, c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a une démocratie directe, mais bon, de là à dire qu'on ne subit pas la même chose que les autres pays de l'Union européenne, c'est complètement faux. C'est vraiment une vision idyllique des choses. Déjà, on a effectivement toutes ces problématiques avec l'Union européenne. Je pense qu'avant de parler même des bilatérales 3, parce que chez nous, c'est le sujet crucial, c'est ces bilatérales 3. Il y a déjà eu 2 traités avec l'Union européenne, les bilatérales 1 et les bilatérales 2, ça fait fort longtemps que ça existe. Et puis maintenant arrive le paquet des bilatérales 3. Alors, le paquet des bilatérales 3, pourquoi il fait bisquer les gens? Et quand on parlait de souveraineté, on est en plein dedans. Parce que, en fait, en signant ce paquet, si le peuple ratifie ce traité, eh bien, ça nous jette vraiment dans les bras de l'Union européenne, qui ne sont pas spécialement accueillants, et ça va complètement modifier notre droit national, et on va recevoir des ordres de Bruxelles, ce qui est complètement aberrant. Déjà, à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même nous n'avons pas encore ces bilatérales, c'est pas encore signé, nous avons déjà dans notre droit 60% qui vient de l'Union européenne. Donc déjà là, il faut se poser des questions sur la souveraineté. Il y a énormément d'accords. Alors, la plupart des Suisses les connaissent même pas parce que c'est pas des accords majeurs, mais c'est une certaine musique par contre. Et cette musique, elle n'est pas très drôle à nos oreilles parce que c'est beaucoup de petits règlements qui s'insèrent dans le droit suisse petit à petit. C'est la méthode du saucisson, par petites rondelles, mais on a bientôt le saucisson en entier. Et avec les bilatérales 3, ça sera le cas. Il n'y a pas d'autre issue. Donc évidemment, ça énerve pas mal de personnes, certains partis politiques en Suisse, surtout ceux de droite, bien évidemment. Enfin, le seul qui est à droite, parce que sinon tous les autres, ils sont plutôt centre-gauche même. Alors et les Verts, tout ça, ils sont à fond pour ces bilatérales, en disant qu'en fait, la souveraineté, si on veut, il y a une espèce de glissement du terme souveraineté. Souveraineté, c'est l'autodétermination. Alors maintenant, la souveraineté, ça va être une souveraineté aménagée. Alors, c'est aménagé avec l'Union européenne. Donc, en fait, on se rend très vite compte que la souveraineté, ce serait une souveraineté européenne. Donc, où est la souveraineté là-dedans de la Suisse? Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'avec ces bilatérales, nous n'adhérons pas à l'Union européenne. Donc, on subit finalement tous les ennuis de l'Union européenne sans même avoir le petit avantage, parce que l'avantage serait absolument mineur d'être un des membres de l'Union européenne, puisqu'en fait, je crois que notre participation serait de l'ordre de 2 ou 3%. Donc, vous imaginez bien qu'on prendrait strictement aucune décision. Simplement, on pourrait avoir peut-être des parlementaires européens. Je pense que chez nous, il y aura un certain nombre de politiciens qui sont très intéressés par ça parce qu'effectivement, c'est assez juteux mensuellement. Ça permet d'avoir un très bon salaire. Plus le salaire suisse, ça serait extraordinaire. Donc, je pense qu'on a une partie de la classe politique qui verrait ça d'un très bon œil. Mais pour le citoyen, c'est pas tout à fait le cas parce que ça va changer beaucoup de choses dans notre droit. Simplement, déjà, les normes de droit du travail en Suisse sont pas les mêmes que les normes du droit du travail dans l'Union européenne. Déjà, maintenant, on voit qu'on subit beaucoup de pression parce que c'est assez différent chez nous. Et on sait très bien qu'avec l'Union européenne, on n'aura plus voix au chapitre, ça va être réglé. Et puis, il y a encore une autre problématique, c'est comme je disais tout à l'heure, on est dans une démocratie directe. Donc, nous avons le référendum. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui est mise en place par le Parlement, même si le Parlement représente le peuple, certes, si le peuple n'est pas d'accord avec cette loi, il peut aller chercher 50 000 signatures. En Suisse, on est un petit pays, on n'est que 8 millions. Donc, chercher 50 000 signatures, je vous assure que c'est pas facile. Pour l'avoir fait plusieurs fois, je sais que c'est difficile. Et ensuite, on peut faire une votation pour savoir si cette loi, elle est entérinée par le peuple ou pas. Voilà. Mais il faut se rendre compte que si les normes viennent de Bruxelles, ça va être très compliqué. On pourra le faire parce que pour faire rentrer les normes de Bruxelles dans le droit suisse, il faudra quand même qu'il y ait un petit ajustement. Ça rentre plus ou moins automatiquement, mais on doit quand même faire ce qu'on appelle un arrêté fédéral, c'est-à-dire que le Parlement fait entrer le droit étranger dans notre droit suisse pour qu'il devienne du droit suisse. Mais on peut imaginer que si les normes, et il y en a passablement qui sont contraires au droit suisse, si les Suisses ne sont pas d'accord avec ces normes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un contournement du référendum. Donc, en fait, la voix du peuple, le peuple dira non à cette loi, mais on devra quand même l'appliquer.
Donc, c'est Ah oui. là où ça devient. Donc, on contourne complètement les institutions suisses. Et ça, il n'y a pas beaucoup de juristes, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous le dire. Mais ça va contourner. Alors, il y aura toujours ces outils resteront là, parce que je pense que si on enlève les outils démocratiques en Suisse, ça va vraiment, alors là, ça va jaser, mais il y a des manières de les contourner. Alors, soit en ne faisant pas des lois, mais des règlements. Si on fait un règlement, eh bien, il n'est pas voté, de toute façon, il est voté que par le Parlement, par exemple, ou encore, on peut imaginer en faisant simplement, en faisant rentrer par des ordonnances d'exécution qui ne sont pas soumises au référendum non plus, eh bien, on pourra faire rentrer tout le droit européen dans le droit suisse et contourner finalement l'accord ou surtout le désaccord du peuple suisse. Donc, c'est très gênant pour nos institutions que c'est bilatéral 3. Et donc, c'est une atteinte directe à notre souveraineté. Voilà. Oui. Alors, si je comprends bien, en fait, la neutralité suisse aujourd'hui plus vraiment, Alors ça, c'est encore une autre histoire, la neutralité suisse. mais n'est plus vraiment de mise. Mais bon, franchement, si tu regardes dans les faits, on se rend bien compte qu'il n'y a plus de neutralité suisse. Cependant, à 2 endroits dans la Constitution suisse, seulement 2 endroits, on parle de neutralité, mais elle n'est jamais clairement définie. Ça aussi, c'est important. Elle n'est jamais clairement définie. Il y a une initiative qui doit être votée, je ne sais pas quand, mais au mois de juin, je ne crois pas que c'est au mois de juin, je pense que ça sera encore plus tard. Et cette initiative, elle met des critères très précis de la neutralité, qui ne sont pas du tout, à l'heure actuelle, appliqués. Donc, le gouvernement suisse, qui s'appelle le Conseil fédéral, voit ça d'un très, très mauvais œil, tellement d'un mauvais œil qu'ils ont rejeté cette initiative. Ça ne signifie pas qu'elle ne sera pas passée au vote, parce que ça, on ne peut quand même pas le faire, mais ça signifie qu'ils n'ont même pas pris la peine de faire un contre-projet. Ça veut dire qu'ils sont vraiment absolument archi-contre. Quand ils ne sont pas archi-contre, ils font un contre-projet qui est un espèce de compromis entre l'initiative et leur avis. Mais là, en l'occurrence, il n'y a même pas de contre-projet. Donc, ça signifie qu'ils sont archi-contre. Le gouvernement est archi-contre. Alors, bien sûr, on a ce qui est raconté, on dit oui, mais bon, après le Conseil fédéral, il aura les mains liées, il ne pourra plus faire de la politique, il ne pourra plus appliquer la politique de neutralité, c'est-à-dire qu'il pourra avoir une certaine souplesse, etc., etc. Bon, tout ça pour dire que c'est du blabla, bien évidemment, et que si on est un pays neutre, qui se dit neutre, eh bien, il est logique d'avoir des critères précis de cette neutralité. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de Suisses qui sont très, très attachés à cette notion de neutralité qui pourtant est complètement bafouée. D'ailleurs, on l'a vu typiquement avec le conflit Ukraine-Russie, où la Suisse a repris à peu près toutes les sanctions contre la Russie, à l'exception du dernier paquet de sanctions. Ça, c'est aussi une grosse blague, mais et c'est directement lié à l'affaire Gbagbo. On pourra en parler par la suite. Bah oui, parce que ces sanctions qui ont été prises de manière générale, elles ont été prises par toute l'Union européenne. Sauf la Suisse n'a pas pris ces sanctions justement qui sont liées à la liberté d'expression. Je crois qu'on peut simplement dire ça comme ça, la liberté d'expression. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Gbagbo, qui est colonel, qui est enfin un ancien colonel de l'armée suisse dans le renseignement, qui vit à Bruxelles, qui est un expert reconnu des affaires militaires, qui a travaillé pendant très longtemps pour le gouvernement suisse, qui était adulé par le gouvernement suisse. Monsieur Beau, il a fait un certain nombre d'analyses sur ce conflit. Ce sont des analyses qui sont basées uniquement sur des sources occidentales, il faut bien le préciser, il n'est pas allé chercher des sources russes ni rien du tout, et il a analysé ce conflit. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé juste au mois de décembre, c'était je crois un petit peu avant le 15 décembre, ça devait être le 15 décembre, il y a eu au Parlement européen Monsieur Jean-Noël Barrot, qui est donc votre ministre des Affaires étrangères, Malheureusement. Malheureusement, qui a demandé qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre le colonel Beau, où il a été traité d'agent double, tout ce qu'il y a eu droit. Et il a eu ses comptes. Il a été bloqué, tous ses comptes en banque sont bloqués, gelés, du jour au lendemain, il n'a même pas été averti. Le gouvernement suisse était au courant, il faut quand même le dire, le gouvernement suisse était au courant, le gouvernement suisse n'a pas moufté, ils n'ont pas bougé une oreille, tous ses avoirs ont été gelés.
Mm. Il a été contraint, il est assigné, il est toujours assigné à résidence, puisqu'il n'a pas le droit de sortir de l'Union, de bouger dans l'Union européenne. Alors bon, pour venir en Suisse, j'imagine que peut-être on le laisserait venir en Suisse. Bon, apparemment, comme il est mal vu en Suisse aussi, on lui a aussi gelé ses avoirs en Suisse. Donc, de toute façon, il est très, très mal pris, hein, Monsieur Beau. Et cela, il faut quand même préciser, sans qu'il n'y ait eu aucun procès. Il n'y a pas eu de procès, hein, il n'y a rien eu du tout. Ça a été décidé du jour au lendemain, des sanctions ont été appliquées à Monsieur Beau. Pas seulement, il y a aussi, pour la France, Monsieur Xavier Moreau. voilà, Moreau, qui lui, il doit s'en fiche un peu plus parce qu'il habite en Russie, donc je pense que ça le dérange un peu moins que Jacques Beau. Mais en l'occurrence, ce sont les mêmes sanctions contre ces deux personnes. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est du délit d'opinion qui, en principe, n'existe pas. Et on ne peut même pas parler d'opinion dans le cadre du colonel Beau, qui n'a fait que des analyses militaires. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te dis tout ça, finalement, on voit que tout ça se rejoint à un moment donné. Et on peut reparler de neutralité. Et où est la neutralité de la Suisse? Alors, même si elle n'a pas pris ce paquet de sanctions, les dernières sanctions, il n'empêche qu'elle les applique. Donc, en fait, elle n'est plus neutre, elle prend fait et cause pour le bloc Union européenne. Ça me paraît juste évident. Donc, on va voir avec cette initiative si le peuple suisse décide de la voter. Et là, si ça passe, ça va être assez intéressant. Je pense que là, ça va être un peu sport. D'accord, ok. Frédéric, quelques mots à ajouter sur le sujet? Alors, je vais essayer d'apporter une autre vision. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai deux patries, moi, dans ma vie. Je suis née en France et donc je suis française aussi. J'ai vécu longtemps en France et la France, c'était ma patrie puisque j'y ai vécu et travaillé longtemps. Et ma patrie de cœur était la Suisse. Et puis, il y a quelques années, j'ai changé mes deux patries, celle qui est de cœur et celle qui est pour travailler. Maintenant, ma patrie pour vivre et travailler, c'est la Suisse et ma patrie de cœur, c'est la France. Donc, vraiment, j'ai cette double nationalité et les deux très chers à mon cœur. Ce qui fait que je comprends très, très bien la vision des Français qui est « oui, mais la Suisse, il n'y a que des montres, des montagnes, du chocolat, de la neige, voilà, la fondue, la raclette, c'est formidable. » Et puis, comme disait quelqu'un qui écoute l'émission, qui a mis une blague très, très drôle, c'est comment on reconnaît un Suisse pauvre, c'est il lave lui-même sa Mercedes. Donc, en plus, c'est un pays riche. Voilà, Ah oui, c'est drôle. pas mal ça. Oui, oui, et puis c'est vraiment effectivement la vision qu'on a de la Suisse. Et je dois dire que quand je suis arrivée, je me suis dit « Ah ouais, non, mais quand même, c'est bien la Suisse. Ah, tout fonctionne. C'est merveilleux. On pose une question à l'administration, on a la réponse. Le lendemain, c'est dans la boîte aux lettres. Ah, bon, il faut payer, bien sûr, mais ça marche. » Et puis, quand on y vit tous les jours, le vernis se fissure légèrement. Et en fait, la Suisse riche, c'est pas si vrai que ça, et ça l'est de moins en moins. Tout est très cher en Suisse. Alors oui, les salaires sont élevés, mais les impôts, les taxes, la nourriture, les assurances maladie, les assurances tout court, tout coûte très très cher. Et pour les Français, par exemple, il y a quelque chose d'un peu incroyable, on n'est jamais propriétaire en Suisse. Ah bon? Eh ben non. C'est-à-dire? Ah ben non. Parce que si on est propriétaire en plein de son bien, on va payer des impôts sur la valeur locative. C'est-à-dire que les impôts disent, attendez, si vous aviez loué votre bien, vous auriez pu retirer un loyer de temps annuel, eh ben on le rajoute au revenu. Ce qui fait que les Suisses ne sont pas propriétaires parce que c'est pas intéressant fiscalement, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Alors il faut toujours garder Attends, excuse-moi, je t'interromps. Alors ils sont quoi? Ils sont tous locataires en Suisse? Alors, essentiellement, il y a des locataires et ceux qui sont propriétaires, ils sont locataires de leur banque. C'est pour ça que la Suisse est belle, elle appartient aux banques. Mais oui, mais oui. C'est pour ça que les voitures, les Mercedes sont belles, elles appartiennent pas aux personnes, elles appartiennent aux banques. Voilà. Et c'est pour ça que c'est tout joli, il y a des géraniums partout. Oh, c'est beau. Mais oui, mais je te sens taquin là, un peu là. Oui, légèrement, légèrement. J'aime bien être un peu taquine quand même. Oui, c'est pas mal. Oui. C'est ça. Non, mais il faut se rendre compte qu'il y a l'image
hein, et c'est comme pour tout le reste. Il y a le récit, il y a l'histoire qu'on raconte aux petits-enfants, puis il y a la réalité. Oui. Donc l'histoire qu'on raconte aux petits-enfants, c'est les montres, le chocolat et un pays riche. Mais la réalité, Ah, ceci étant, Frédéric, la Suisse est quand même considérée comme le pays le plus riche du monde, hein, toujours aujourd'hui. elle est considérée, mais alors ça dépend les critères qu'on prend, parce que quand je vois les gens, la vie Ah, je sais pas. quotidienne, ils sont pas riches. Hein. Le peuple suisse n'est pas riche. En revanche, toutes les grandes entreprises internationales multimilliardaires sont en Suisse, Oui, effectivement. C'est pour ça oui. que la Suisse est riche. Voilà. Donc ça dépend ce qu'on considère. Après, oui, il y a des grandes fortunes en Suisse, bien sûr. Parce qu'alors, Oui, les partout. impôts dont je parlais, je parlais pour le peuple. Je ne parle pas pour les gens riches. Pour les gens riches, la fiscalité est différente. Ah bah comme en France, il y a Ah oui, une oui. Ah bah ça, fiscalité, c'est oui, clair. oui, il y a une Ah bah fiscalité oui, à deux vitesses, il y a les pauvres et les riches, oui, ça c'est clair. c'est Oui. ça. Donc, si on arrive avec des valises de billets, on va être taxé au forfait et on peut discuter le forfait. Tandis Ah, que si on travaille, ben, on paye. oui. Voilà, enfin bon, ça c'est pour la vision que les Français ont des Suisses. Et effectivement, il y a une deuxième couche encore à tout ça qui est la démocratie directe, c'est formidable, le peuple est souverain, il peut s'exprimer. Alors oui, en Suisse, on peut. Oui, mais il y a des règles. Et ces règles sont draconiennes parce que, comme disait Michel, si tout d'un coup le Parlement vote une loi et qu'on se dit non, cette loi, elle ne nous va pas, on va déclencher un référendum. Alors, soit on est soutenu par un parti politique, et c'est merveilleux, à ce moment-là, il y a toute l'infrastructure qui va avec. Parce que récolter 50 000 signatures, Ah oui, c'est vous du allez me dire, boulot. oh ben c'est rien, on va dans la rue et puis on demande aux gens de signer. Sauf Oui, que il faut la feuille, il faut écrire des choses dessus. Donc, il faut savoir quel texte mettre, quel texte de loi. Tout le monde n'est pas juriste. Hein. Bon, ensuite, il faut mettre les signatures. Il y a un rectangle comme ça dans lequel on met les signatures. Donc, il faut imprimer ces feuilles, ça coûte des sous. Ensuite, il faut que chacun écrive son nom, son adresse et signe. Et ensuite, faire valider ça par la commune, parce que ça se passe par commune. Donc, il y a une infrastructure gigantesque à mettre en place. Ça coûte oui. du temps, de l'argent, etc. Et puis, là aussi, il peut y avoir des petites magouilles. Ensuite, on dépose tout cela à la chancellerie. Il y a un certain délai pour ça. Et il faut que la chancellerie valide et accepte. Puis, ça passe encore par des arcanes et c'est voté, mais ça peut prendre, Michel, dis-moi, mais à peu près 2 ans en général. Alors, ça dépend. Les référendums, non. Les référendums, c'est assez rapide, puisqu'en fait, quand la loi est votée et que le peuple a ensuite 100 jours pour 100 récolter jours. les 50 000 signatures. Et après ces 100 jours, s'ils ont récolté les 50 000 signatures, en général, la votation, elle arrive dans les 3 mois qui suivent, dans le trimestre qui suit. D'accord. Voilà. Mais c'est pas le cas des initiatives qui effectivement Oui. peuvent être votées beaucoup plus tard. Les signatures peuvent avoir été ramassées parce que l'initiative, c'est quand on veut mettre un nouveau texte dans la Constitution. C'est ça la différence. C'est pas une loi, c'est dans la Constitution. Et là, on a, je sais plus combien on a 18 mois, voilà, 18 mois pour récolter les 18 mois. Je sais plus. Enfin, il me semble que c'est 18 mois qu'on a pour récolter, c'est assez long, pour récolter les 100 000 signatures. Cette fois, il en faut 100 000. Donc, et puis, il en faut bien sûr plus, puisqu'il y en a toujours qui ne sont pas valables. Donc, il faut au moins 160 000, 180 000 signatures. Et puis ensuite, ça peut être voté vite, comme ça peut être voté 2 ou 3 ans plus tard. Ça arrive aussi. Ah oui, bah alors en attendant, la loi, elle est promulguée et elle est rentrée en vigueur, non? Non. Là, tu Non? confonds la loi. Et l'initiative, c'est pour introduire un nouveau texte dans la Constitution. Donc, Ah d'accord, ok. Ok, tandis que ok. le référendum, c'est pour voter, est-ce qu'on est d'accord avec la loi ou pas. C'est ça le référendum. L'initiative, c'est quand les citoyens décident, ah bah tiens, on pense qu'on devrait mettre ça dans la Constitution. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voter, nous, la semaine prochaine, dimanche Ah, prochain, le 8 mars. On va voter pour une initiative, pour ou contre d'ailleurs, une d'accord. initiative. Et là, ce sont des citoyens qui ont fait un texte, c'est pour la conservation des pièces et des billets de banque, enfin, la monnaie, hein, des pièces et des billets de monnaie, qui doit être introduit dans notre constitution suisse. Donc ça,
ça fait déjà un petit moment que les signatures ont été ramassées et c'est le dimanche prochain, donc le 8 mars, où on va voter pour cette initiative, pour que ce texte soit mis dans la Constitution. Et ensuite, il y a une loi d'application qui va devoir être établie par rapport à ce nouveau texte qui sera dans la Constitution. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on a le nouveau texte dans la Constitution, mais la loi d'application, elle prend ça peut être des années, voire jamais, quelquefois. Voire jamais. Ah oui. Arrivé, il n'y a pas de loi qui ont été faites. Il y a certains textes dans la Constitution où il n'y a pas de loi pour ces textes, il n'y a pas d'application. On ne sait pas comment ça s'applique, donc ça ne s'applique pas. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, et c'est notamment souvent ce sont des articles qui sont en contradiction avec le droit européen très souvent. Et Voilà. pour cause. C'est pour ça qu'on ne fait pas de loi d'application. Comme ça, on n'en parle pas trop, quoi. Voilà. Effectivement. Et alors, si j'ai bien compris, l'initiative, la prochaine votation de l'initiative, ça serait pour lutter un peu contre la numérisation des paiements, c'est ça? Et pour préserver le cash ou c'est pour ça? préserver le cash. Oui. C'est pas contre la numérisation des paiements. Ça, c'est déjà fait. Et puis, de toute façon, je pense que même le franc numérique, à un moment donné, il va arriver. Oui. D'ici 2030, très certainement aussi, comme l'euro numérique, c'est pareil. Oui, ça oui, va. Mais l'idée déjà de cette initiative, c'est de mettre dans la Constitution qu'on ne peut pas supprimer l'argent physique, c'est-à-dire les pièces D'accord. de billets. C'est pour ça que l'initiative est très précise, ce qui n'est pas le cas du contre-projet du Conseil fédéral, qui est un petit peu une entourloupe, parce qu'on ne parle plus de pièces et billets, alors que dans l'initiative, on parle bien de pièces et billets. Donc là, tout le monde comprend pièces et billets, on voit bien ce que c'est. Quand on vous parle de numéraire, et c'est le vocable qu'utilise le Conseil fédéral, numéraire, bien sûr, on peut y mettre les pièces et les billets. Mais pas que. On peut mettre les chèques, les cartes bancaires, je crois même que les bons d'achat, et à terme, on peut mettre la monnaie numérique. Donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, on supprime les pièces et les billets, si c'est du numéraire, puis on dit, il y a toujours du numéraire, mais il n'y a plus de pièces et billets. Et ça, l'initiative, elle est très importante en ce sens, parce que ça permet vraiment, un billet, c'est anonyme. Hein. Un billet, c'est anonyme, vous n'êtes pas tracé, vous pouvez acheter ce que vous voulez, on peut pas. Oui, On peut vous sûr. voler votre argent, on est d'accord, mais en dehors de ça, on peut aussi vous faire voler votre compte numérique. Alors, c'est pareil, et même c'est même plus facile à ce niveau-là, on peut faire des entourloupes de plus grande envergure que simplement voler votre portefeuille. Hein. Mais bien évidemment que lorsque vous payez en pièces et en billets, eh bien, il n'y a pas de trace. Déjà, vous n'êtes pas tracé. On ne sait pas ce que vous avez acheté. Déjà, rien que ça. Alors qu'avec tous ces paiements numériques, avec les cartes bancaires, tout simplement, eh bien, chaque achat est tracé. Donc, non seulement on sait ce que vous avez acheté, on peut dire, moi, je m'en fiche, mais bon, on sait où vous êtes. On peut même savoir, suivant ce que vous achetez, quel est votre état de santé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être, qui font qu'on sait qui vous êtes, on sait où vous allez, on sait ce que vous faites. Donc, vous êtes complètement contrôlé et surveillé. Mais ça, on le sait. Et puis, en plus, parce que nous, en Suisse, vous ne pouvez pas voter dans l'Union européenne pour ou contre l'identité numérique. Donc, vous, on va vous l'affiler, on ne va pas vous demander votre avis. C'est déjà en place, d'ailleurs. Voilà. Alors qu'en Suisse, on nous a demandé notre avis. Malheureusement, les Suisses, il y a quelques années, on nous avait déjà demandé une fois, on avait voté non à 65%, donc on avait quand même, on s'est dit, ça devrait le faire. Non. Là, ça, malheureusement, les Suisses ont accepté cette identité numérique. Alors, d'un cheveu, certes, mais elle a été acceptée. Il y avait 20 000 voix d'écart, c'est pour dire, hein, c'est à 20 000 voix près. C'était pas grand-chose, mais malheureusement, ça a été accepté. Donc maintenant, on a déjà l'identité numérique. Ensuite, avec ça, si on enlève le cash, parce que malheureusement, ça pourrait arriver, on enlève le cash. Ensuite, on met un euro numérique, un franc numérique, ce qu'on veut. Et puis là, après, c'est fantastique. On est pieds et poings liés. On est déjà assez pieds et poings liés, mais on en remet une couche. Et là, vraiment, je sais pas comment on s'en sort, mais ça va devenir très difficile. Si on conserve au moins les pièces et les billets, ça permet peut-être de garder une certaine liberté, un petit îlot de liberté financière. Oui. C'est clair que de toute façon, la volonté, et là, c'est pratiquement une volonté mondiale, des pays industrialisés dits riches, en fait, c'est de faire disparaître de toute façon à court terme le cash. Ça, on est bien d'accord, de toute façon, et de le remplacer par les cryptos, les monnaies numériques, etc. etc. Oui. En tout cas, belle initiative. J'espère qu'elle va aboutir dans le bon sens.
Ouais. n'est-ce pas? C'était le week-end prochain, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est le dimanche 8 mars. Bon, C'est très important. écoutez, Ouais. amis suisses, si vous suivez cette émission, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Faut y aller, Votez oui à hein? l'initiative. Il faut pas Le ce nom, jour-là, il faut pas aller à la pêche, Ah oui, c'est il ça. faut pas aller au bain des Paquis sur les bords du lac de Genève, il faut aller voter. Voilà, comme ça, Oui, ils oui, le savent. oui. Euh, je crois qu'on voulait évoquer aussi, on en a parlé un peu avant l'émission, on voulait évoquer ensemble les affaires emblématiques de dérive et d'impunité comme ce qui s'est passé à Crans-Montana, par exemple. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose là parce que ça a fait couler un peu d'encre, on a vu en France et probablement en Europe. Mais bon, il y a un peu des zones d'ombre, même je dirais beaucoup. Beaucoup. Alors, Frédéric, est-ce que tu veux commencer par en parler un peu de cette affaire? Oui, pourquoi pas. Alors je vais, bien sûr, il y a la c'est presque un peu tôt pour en parler parce que je pense que les familles sont toujours, Ah, très, c'est très douloureux. C'est un souvenir très, très douloureux. C'est encore très vif en Suisse. ouais. Donc, voilà, avec ces réserves-là, c'est difficile d'en parler. Maintenant, c'est vrai qu'on voit c'est très opaque et on voit beaucoup de zones d'ombre, c'est sûr, et Mmh. ça questionne beaucoup finalement sur le fonctionnement. On en parlait un petit peu tout à l'heure, quand je disais, ben voilà, si on est très riche, qu'on arrive avec des valises de billets, tout d'un coup, c'est pas tout à fait les mêmes lois ou la même chose qui s'applique. On peut se poser la question, pour ce drame aussi. Après, voilà, je pense qu'il faut que l'enquête aussi suive son cours, qu'on sache mieux, parce que tout le monde dit la sienne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformation certainement. Hem, c'est vrai que, moi je me dis que, quand on arrive en Suisse avec, 0 argent, les portes ne s'ouvrent pas. Mais si on arrive avec beaucoup d'argent, les portes s'ouvrent, et puis il y a un monde un peu parallèle. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, il y a toujours, des mondes parallèles. Donc, de nouveau, on pourrait faire le lien avec l'identité numérique et le cash. Oui, c'est sûr que si on supprime le cash, ce sera une société de contrôle absolu, mais toujours pour les mêmes. Oui, Parce que, il y a des gens qui s'affranchiront de tout ça, ceux qui ont la main sur le numérique, eux, ils auront d'autres règles. C'est troublant quand même tout ça, et on a l'impression qu'il y a plusieurs, niveaux aussi comme ça dans ce drame de Crans-Montana, plusieurs niveaux de réalité qui se télescopent. Je pense que c'est intéressant d'en parler, en tout cas pour l'instant d'en parler peut-être pas, mais en tout cas d'y réfléchir, parce que c'est hallucinant ce qui s'est produit là. Ça écorne l'image de la Suisse aussi, hein, si sécure, si proprette, dans laquelle il peut rien arriver, et c'est un choc, j'ai presque envie de dire, c'est un choc mondial. Je pense que toute la Mmh. planète en a parlé, hein. Mmh. C'est affreux. C'est affreux ce qui s'est produit. Oui, ah oui, ça c'est clair. oui. C'est clair. Michel, tu veux rajouter quelque chose Oui, sur ce moi, je veux bien sujet? rajouter quelque chose. Alors, Frédéric l'a très justement souligné. Effectivement, c'est tout à fait à vif, puisqu'il y a beaucoup de douleurs. Les familles des familles sont endeuillées, des familles dont les enfants sont très mal en point. Donc, c'est effectivement, on ne peut que compatir avec tout ça. Néanmoins, je pense qu'il y a eu un travail, si on peut appeler ça un travail, je vais être très dur, mais les médias de grand chemin ont pas travaillé comme ils auraient dû le faire, ils n'ont pas fait d'enquête, et c'est ce qu'on leur demandait, c'était de donner de l'information. Ils n'ont pas donné d'information, ils ont appuyé sur l'émotionnel. Alors c'est une chose qu'on constate de manière globale, mais dans une affaire comme ça, c'est d'autant plus grave. C'est-à-dire il y a eu des propos complètement faux qui ont été dévoilés par la presse, des choses qui étaient totalement fausses, qui est porté atteinte à différentes personnes qui sont parties dans de cet événement tragique. Et il n'y a eu à aucun moment une information du public sur comment ça se déroule une procédure. Comment l'enquête elle est faite? Comment la procédure va continuer? Pourquoi il y a certaines personnes qui ont été arrêtées? Pourquoi d'autres n'ont pas été arrêtées? Pourquoi elles ont été ressorties? Tout ça, ce sont des questions que les gens se posent, et la presse
ne fait absolument pas son travail, ne répond à aucune de ces questions, parce que ça, ce sont des questions importantes, et c'est important pour le public, mais c'est important pour les familles aussi de savoir comment Bien sûr. ça va se dérouler. Et ça, on n'en parle à aucun moment. C'est seulement des éléments de langage, et puis c'est beaucoup, on appuie sur l'émotionnel, tout ce qui est émotionnel. Ah, eh bien, la prévenue elle avait pas l'air sincère. Mais ça nous apporte quoi comme information? Elle n'avait pas l'air sincère. Ça n'apporte strictement aucune information. Ça ne fait que créer encore plus de colère dans le public de manière générale. On a vu sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu des échanges, mais c'était le café du commerce sur des réseaux sociaux dits professionnels et sérieux. C'était franchement une horreur de lire ce qui est écrit. Les gens s'envoient des colibets au visage. Et c'est que de l'émotionnel. Il n'y a aucun moment, il y a de l'information, ou très rarement. Donc, je pense que cet événement, il mérite d'être commenté, mais on va le dire avec un peu de recul, en sortant de cet état émotionnel, en y mettant de la raison et en interrogeant les professionnels de la justice, les médecins. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour informer correctement. Mais je parle bien d'information, pas de faire du sensationnalisme. Et en fait, on a fait du sensationnalisme. Et c'est ça qui est extrêmement dérangeant dans cette affaire. Moi, c'est ce qui me dérange le plus. Cela dit, c'est vrai que ça a été mondialement, ça a été une secousse sismique hallucinante pour le monde entier. Déjà, c'est arrivé le 1er janvier, donc déjà rien que pour ça, déjà la date, c'est terrible. Et puis, comme le disait Frédéric, elle l'a souligné, eh bien, ça a écorné l'image de la Suisse terriblement, parce que tout d'un coup, cette Suisse, on dit, il n'arrive jamais rien en Suisse, la sécurité, etc., etc. Bah si, il arrive des choses en Suisse. Cela dit, pour dire aussi pour aller plus loin, c'est que ce type de tragédie, c'est parce que c'est arrivé en Suisse à ce moment-là que ça a eu un tel impact. Parce qu'il y a beaucoup d'autres tragédies comme ça, très malheureusement, qui arrivent partout dans le monde. Il y en a eu au Brésil, il y en a eu en France dans les années 70. Je ne sais pas si tu te souviens. Le 5-7 dans les années 70. Exactement. Je me souviens très bien, oui. Ouais, exactement, moi je me souviens très bien de ça. En Roumanie, il y a eu le même type d'événement. On n'en a pas parlé autant. Mais la Suisse, derrière, il y a un symbole. Et là, ça serait peut-être intéressant justement de faire une analyse de pourquoi c'est tellement choquant parce que c'est arrivé en Suisse. Mais là, il y a quelque chose à faire. Alors, de l'information, mais de la vraie information, et puis peut-être faire une analyse un petit peu fouillée avec des gens qui savent de quoi ils parlent par rapport à ce symbole suisse. Je pense que là, il y a aussi matière à intéresser le public de manière intelligente, de manière un peu à ce qu'il s'élève plutôt que de faire du café du commerce. Ouais. Bah absolument, mais ça, le problème, disons que ça, c'est le revers de la médaille des réseaux sociaux, c'est-à-dire que là, il y a aussi le café du commerce. On y trouve vraiment des très bonnes informations, mais de l'autre côté, il y a effectivement le café du commerce, mais ça, c'est difficile un peu de séparer. Enfin, nous, je pense qu'on arrive à séparer le bon grain de livret, mais c'est pour peut-être une bonne moitié, une autre moitié de gens qui sont pas coutumiers du fait, c'est pas si simple que ça. Ouais, c'est compliqué. Puis l'émotionnel, c'est vrai qu'il a tendance à prendre le pas. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais souligner d'ailleurs que c'est une technique de manipulation et c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que lorsque le cerveau est envahi, noyé par l'émotion, il peut plus réfléchir. Oui, c'est vrai. Il peut plus réfléchir et ça dresse les gens les uns contre les autres. Michel l'a bien dit, elle a vu les gens s'envoient des colibés à la figure parce que évidemment en fonction de qui je suis et de là où j'en suis dans ma vie et de là où je porte mon attention, je vais plutôt voir ceci ou cela. Et après, les gens se disputent, bien sûr, alors qu'on a peut-être finalement à nous deux une vision globale. Mais non, on va pas le voir comme ça, on va se disputer. Et c'est très pratique, parce que pendant que les gens se disputent, ils réfléchissent pas. Donc, pendant que le cerveau est noyé par l'émotion, il est figé en réalité parce qu'il est inondé d'émotions, il peut pas réfléchir, il peut pas prendre du recul, il peut pas avoir cette vision en méta et il peut pas se dire au fond qu'est-ce que ça dit de moi, de la société dans laquelle je vis, du monde dans lequel je veux vivre. Enfin, voilà, c'est juste c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Il faut trouver un coupable et
c'est vrai que les médias font ça depuis des décennies. Il se passe quelque chose, il faut trouver un coupable tout de suite, il faut le lyncher si possible tout de suite, dans un acte un peu de bouc émissaire, là, sacrificiel, et puis on réfléchit jamais. Alors là, ça s'est accentué vraiment ces dernières années, c'est devenu majeur. Il y a plus aucune réflexion. Je me souviens quand j'étais enfant, que je devais faire des rédactions à l'époque à l'école, on nous donnait de temps en temps des articles de journaux sur lesquels il fallait qu'on réfléchisse et qu'on fasse ensuite une rédaction. Ben, il y avait toujours, il y avait thèse, antithèse. Oui, Mais c'est fini ça. ah, Et c'est même fini. si je prends un journal réputé de droite et un journal réputé de gauche, j'ai la même information qui vient de l'AFP et qui est mise avec Ah une oui, source un petit peu différente, à peine ouais, bien différente. sûr. Ouais, Il n'y a oui, le plus du tout copier-coller, d'information. le fameux copier-coller de l'AFP, ouais, c'est ça, C'est ça, c'est ça. c'est ça, Et c'est c'est ça. d'une tristesse épouvantable, mais évidemment, ça nous rend extraordinairement manipulables. On nous fait faire ce qu'on veut comme ça. Ah bah c'est clair, hein, c'est du bulldozer propagandiste, hein, aujourd'hui, les médias mainstream, ce n'est que C'est ça à ça. longueur de journée. Il y a peut-être à peine les cours de cuisine qui sont à peu près sans propagande, Et encore. et peut-être quelques rubriques touristiques quand ils nous montrent un château fort. Bon, évidemment, on va pas se dire que voilà, c'est biaisé, mais le reste, pouf, le reste c'est totalement faussé, détourné. C'est Eh fou, oui. hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, peut-être un dernier sujet un peu rapide, parce qu'après, je vois que l'heure tourne déjà. Déjà. Alors, Davos, moi j'avais envie de vous parler un peu de Davos, parce que cette édition 2026, n'est-ce pas, j'ai vu ça passer, j'en avais parlé même d'ailleurs dans une matinale sur Géopolitique Profonde. La prostitution de luxe, elle a fait un bond, elle n'a jamais été aussi haute en 2026. À Davos. Ça veut dire que ces messieurs et dames, mais plus spécifiquement les messieurs, atterrissent avec leur jet privé et il y en a un ou plusieurs, ils ont même payé jusqu'à 100 000 euros pour passer la nuit avec 5 jeunes femmes. Waouh! Oh, Et ça, ce sont nos élites qui dirigent effectivement, ils sont censés diriger le monde, et plus précisément le monde occidental. Alors en pleine affaire Epstein, Voilà, ma foi, voilà. Donc, allez, voilà. qui veut commencer? Beh, écoute, je veux bien, Claude. Je me dis, quand j'entends ça, je ne savais pas, hein, 100 000 € pour passer la nuit avec. Ouais, ouais. Je me dis, bah, c'est bien la preuve que ce ne sont pas eux qui dirigent. Parce que Ouais. si on dirige vraiment, il y a de tels soucis, de tels enjeux, de telles réflexions à avoir qu'il faut du calme, du silence et qu'on n'a pas le temps, ni de passer, la nuit avec, 5 jeunes femmes à des prix astronomiques, ni d'écrire un roman, Fugue américaine, pendant qu'on met l'économie russe à genoux. C'est bien la preuve, que ces gens-là ne dirigent rien du tout. Bah, Les gens oui, mais qui disent ils sont quand même aux manettes, hein, c'est ça le problème, hein. ils sont aux manettes, mais ils Ils sont sont aux actionnés manettes. par d'autres. C'est-à-dire que Oui, le lendemain, on leur exactement. dit: «Alors, tu signes ça, tu souris ici, faucheur, bien sûr, tu fais ça, tu fais ton cinéma Oui, et puis voilà, et puis voilà, et puis c'est tout». Je pense que c'est la preuve que l'État profond existe, oui, et qu'il y absolument. a des gens qui travaillent vraiment et qui dirigent vraiment et qui se cachent derrière, tous ces gens. À qui on donne un sucre, on lui donne 100 000 francs. Mais non, mais c'est incroyable. Pour passer la nuit avec Saint John, mais c'est pris dans nos impôts, hein, ça c'est sûr, c'est pas leur argent. Heu Ah bah oui. et et en même temps, ce sont des compromates et en même temps, voilà, ils sont tous tenus. Bah oui, mais ils sont tenus, bah, c'est l'affaire Epstein, hein. Ah oui, c'est C'est-à-dire sûr, pendant c'est qu'ils sûr. faisaient leurs débats, c'était filmé et puis après, ah bah, au petit Ah bah, c'est matin, sûr. bah, au fait, on a filmé, vous voyez là? Oh! Mince, c'est moi. Voilà, Bon, et bien ben voilà. évidemment, là, tout d'un coup, ça c'est ouais, c'est compliqué. Ouais, mais c'est compliqué. Donc tu vois? Mais malheureusement, c'est la triste réalité. Et d'ailleurs, j'avais ajouté quand je parlais de ça, que malheureusement, bon, c'est bien que l'affaire Epstein explose, mais d'un autre côté, le système, lui, continue. Bien C'est-à-dire sûr. que tant qu'il n'y aura pas
de réelle justice, et je vais même pousser plus loin, c'est-à-dire vraiment cette notion d'éthique et d'intégrité qui devrait être, elle devrait être remise au goût du jour. Je me souviens quand j'étais gamin, on avait encore des cours d'instruction civique à l'école et les premières années de collège, et puis ça a été évidemment supprimé parce que, bah, mon Dieu, non, il faut surtout pas inculquer la morale, enfin, tant soit peu la morale et l'éthique et l'intégrité aux jeunes. Non, non, ça c'est pas bien. Mais voilà, mais je pense que tant que ces concepts ne seront pas poussés en avant, malheureusement, le système, il a encore de beaux jours devant lui, hein. Et ça, c'est un réel drame, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Du WEF, le WEF, c'est mon dada. Le WEF, ça fait des années que je parle du WEF. C'est un truc qui me ça fait des années que j'écris, toutes les années, je râle auprès du gouvernement suisse, parce que le WEF, oui, j'adore. J'adore parce que les Suisses ne se rendent pas compte de ce qui se passe chez eux. Alors, le WEF, initialement, ça s'appelait, mais je parle de ça, moi, il y a 40 ans ou 50 ans de ça s'appelait, ou il y a 40 ans en tout cas, le Forum de Davos. Et le Forum de Davos, ça avait une raison d'être parce qu'effectivement, il y avait les entrepreneurs qui allaient là-bas, il y avait effectivement quelques politiciens, etc., où ils discutaient, ils faisaient du réseautage, etc. Ça avait quelque chose de... Il y avait beaucoup d'étudiants. Je me souviens, quand j'étais étudiante, on pouvait y aller encore. On pouvait aller à ce forum de Davos. Bon, pas tous les étudiants, mais ceux qui étaient, par exemple, certains étudiants en droit, pouvaient aller au forum de Davos et assister aux différents... il y avait toutes ces rencontres. Il y avait des choses intéressantes qui en sortaient. Et puis maintenant, ça a un petit peu changé. C'est-à-dire que c'est vraiment un club. C'est un club. Oui. Où bon, on a parlé de la prostitution, mais c'est un club pour tout. Parce que c'est extrêmement cher d'aller là-bas. Si on veut avoir sa place, d'abord, il faut n'importe qui n'y va pas. C'est entre 60 000 et 600 000 francs l'invitation. Bagatelle. Voilà, rien. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les Suisses qui... Alors, on dit, oui, c'est un événement privé. Donc, les Suisses ne peuvent pas y aller, personne ne peut y aller, puis c'est un événement privé, c'est que les gens qui sont invités. Jusque-là, ce n'est pas tellement gênant. Ce qui devient gênant, c'est quand cette invitation privée est aux frais de la princesse suisse. C'est-à-dire que quand c'est les impôts des Suisses qui payent toute cette plaisanterie, parce que pendant toute la semaine où il y a où se déroule cet événement, eh bien, on a l'espace aérien suisse est complètement saturé. Enfin, c'est un foin pas possible. Tous ceux qui sont évidemment qui veulent sauver la planète, c'est la semaine où ils l'oublient complètement parce que les jets, je vous dis pas, ça atterrit, c'est sans arrêt, jet privé, ça monte, ça descend à longueur de temps. Donc merci la planète, remercie ces gens-là, bien évidemment. Et puis on met en plus à disposition, la Suisse met 5000 militaires suisses à disposition pour sécuriser cette petite sauterie entre Happy Few, n'est-ce pas? Pour sécuriser tout ça, et ça, de nouveau, qui paye ça, ce sont les Suisses. Alors, je vais quand même modérer un tout petit peu mon langage en disant qu'il y a quand même une petite partie qui est payée par le WEF, une petite partie par la fondation du World Economic Forum, une petite partie qui est payée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs échelons, on va dire. Donc, en fait, cette année, vraisemblablement, on était dans le haut parce que quand il y a des personnalités, il y a eu Trump qui est venu cette année. Là, la sécurité, elle monte encore d'un cran. Et là, c'est complètement payé par la Confédération. C'est-à-dire que c'est les Suisses qui payent parce que M. Trump vient faire son cirque au WEF. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, tous les autres chefs d'État. Je caricature en parlant juste de M. Trump parce que. Et puis, bon, ce qu'il faut en plus savoir, quand même, ça c'est aussi c'est assez rigolo quand même. Il y a des choses vraiment marrantes. Hein. C'est que Monsieur Trump, quand il vient, finalement, il est chez lui. D'ailleurs, il l'a dit qu'il était chez lui. Hein. Il l'a dit en Suisse, il est chez lui. Mais il n'a pas tort. Parce que quand ils arrivent, les Américains, ça je le sais de source sûre, je ne peux pas dire qui, mais je le sais de source sûre, d'un militaire, quand ils arrivent, les Américains, les Suisses, ils ferment leur gueule, on ne peut pas dire autrement, leur renseignement suisse, ils se la coincent, les militaires suisses, tous les colonels, tout ce qu'on veut, on la ferme, c'est les Américains qui prennent la main. C'est simple. Et puis de toute façon, ils prennent la main parce que nous avons commandé, je ne sais plus combien de 36, je crois, FA-35, donc des avions militaires américains, et alors qu'ils sont d'ailleurs en plus, pour traverser la Suisse, on ne peut pas les utiliser en Suisse, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on a un tellement petit pays qu'il n'a pas le temps de faire l'aller-retour, tellement ça va vite, hein, donc on ne peut même pas les utiliser.
Ah, ça y C'est est, ça. on est sorti. Ah oui. De toute façon, oui, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, voilà. Ouais, Et puis ouais. même si on veut les utiliser, on ne peut pas, il faut demander à l'oncle Sam. Hein, c'est l'oncle Sam qui dit oui, tu peux partir, oui, tu peux y aller avec tes petits copains. Et puis ils doivent toujours sortir à deux. En plus, ils sortent à deux, donc ça, à chaque fois, ça coûte. Hein. C'est 500 000 balles la sortie pour faire Ah, tout c'est pas petit. cher, c'est pas cher, c'est Non, pas cher. c'est rien, c'est rien. Toujours aux frais des Suisses. Voilà. Donc après, on se demande pourquoi on paye des impôts. Donc voilà, ça c'est pour quand même dépeindre un petit peu l'OEF pour savoir de quoi on parle. C'est quand même assez intéressant. Et puis cette année, c'est extraordinaire. On a eu un nouveau concept, a spirit of dialogue. Hein. Alors, un esprit de dialogue. Alors, ils nous ont un peu changé. Ils ont, oui, alors voilà, la souveraineté. Ils nous ont parlé de la souveraineté. Qu'est-ce qu'ils nous ont parlé des libertés individuelles? Enfin bon, ils s'est trompé. Maintenant, il faut qu'on dialogue ensemble. Mais ce qu'ils n'expliquent pas, c'est que, en fait, ils veulent bien dialoguer, mais pas avec nous. Ils veulent dialoguer entre eux. C'est ça le dialogue. C'est entre eux. Voilà. Eh, Oui, oui, oui. la souveraineté, c'est que tout le monde fasse pareil. Voilà. Mais on a les mots, on a les éléments de langage. En fait, c'est le même cadeau empoisonné avec un autre papier. C'est tout. Et les gens ne voient rien. Ah bah oui, cette année, ils ont changé de philosophie. Tu parles. Rien du tout. Ils sont toujours dans le même truc. C'est le numérique à fond, le contrôle à fond. Mais Ouais, c'est simplement c'est ça. des éléments de langage qu'on utilise pour toujours, eh bien, arnaquer le Pékin de base. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Et malheureusement, ça fonctionne très bien. Alors, quand bien même ces gens ne sont pas. Quand Frédéric dit qu'ils sont aux manettes, pas tous, hein, il y en a plein, ils viennent juste là pour raconter des trucs. Et en fait, ça n'est qu'un narratif, c'est-à-dire c'est qu'une histoire qui existe, raconter comme on raconte une histoire aux petits-enfants le soir, c'est exactement ça. Mais cette histoire, malheureusement, elle a une influence sur la politique globale dans le monde. Alors, les petites histoires, elles se créent à Davos, c'est sympathique, c'est dans la neige et tout, il y a du soleil, c'est chouette, les petites histoires. Puis ensuite, ces petites histoires, elles remontent, elles vont dans les gouvernements, etc. Et là, eh ben, ça commence à mettre des politiques en place à la base de ces petites histoires. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'en Suisse, on est vraiment gâtés. Oui, ça, faut dire. Malheureusement, ce petit pays se retrouve avec le siège de toutes les organisations non gouvernementales et gouvernementales du monde entier. Donc, c'est vraiment très compliqué. Nous sommes à un peu plus d'une heure d'émission. Oh là là. Évidemment, il va falloir conclure. Alors, je vais vous laisser à toutes les deux un petit mot de la fin rapide. Eh bien, on va commencer par Frédéric. Allez, allons-y. Tâche difficile. Oui, tu disais Ah, que malheureusement, voilà, tous ces gens étaient encore aux manettes et que ça avait une influence. Oui, bien sûr, on peut pas dire autrement. Hein. Et en même temps, je pense que plus il y a de gens qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent qu'il y a effectivement un état profond, que tout ce qu'on voit, c'est des histoires pour les enfants, c'est pour nous occuper l'esprit, c'est pas là qu'est la vraie réalité, moins cette réalité aura de prise sur nous. C'est une question d'attention, là où nous mettons notre attention. Et un autre aspect, c'est aussi de dire, ben, tout s'effondre autour de nous. Hein. On a évoqué toutes les horreurs actuelles, dont les dossiers Epstein, le WEF, les organisations internationales. On n'a pas parlé de l'économie qui se casse la figure. Peu importe, on aurait pu en parler pendant des heures. Quand tout se casse la figure, il faut aller chercher en soi, justement, retourner à l'intérieur de soi pour trouver cette joie qui est aussi celle qui peut nous inspirer justement du renouveau et du courage dans toute cette noirceur. Donc voilà, j'aimerais insister là-dessus. Il faut pas se désespérer. Et donc j'ai envie de dire à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, courage pour ne pas vous décourager. Voilà. c'est bien. Merci Claude. Merci Frédéric. Merci. Michel. Alors moi, je ne suis pas très optimiste pour les années à venir. Voilà, je suis même, j'ai envie de dire, je suis réaliste. Voilà, donc je ne suis pas très optimiste. Cela dit, je pense que sur le long terme,
il va y avoir des changements et il faut jamais perdre l'idée que l'humain est capable de s'adapter à énormément de choses et de faire énormément de changements. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à l'humain. Ça me paraît important de faire confiance à l'humain. Donc là, je rejoins Frédéric en disant, ben voilà, il faut absolument cultiver cette joie que nous avons en nous, qui est pour moi la pulsion de vie. Et quand bien même, parce que si vous regardez la télévision ou si vous pensez à tout ce qui se passe autour de vous, vous avez juste une grande envie de pleurer, rien d'autre. Hein. On a envie de pleurer. Et pourquoi on arrive quand même à vivre? Et puis, on peut arriver à vivre même bien malgré tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, c'est justement cette pulsion que nous avons au fond de nous, de vie, de joie, qui fait qu'on peut continuer à vivre. Et c'est ça qui est important, parce que sinon, on serait déjà tous morts. Parce que si on regarde ce qui se passe, il n'y a pas de raison vraiment d'espérer. Et à ce moment-là, on serait tous morts. Si l'humanité n'est pas morte, c'est justement parce qu'il y a cette pulsion qui est plus forte que tout et qui vous permet d'avancer. Et c'est là où, en fait, je deviens très optimiste, c'est que de toute façon, je suis persuadée que on se dit oui, ça va pas bien pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc. Oui, mais ils vont se débrouiller, ils vont faire avec, et l'humain s'en sortira. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça va peut-être pas être demain. Voilà, c'est peut-être pas demain matin. Il faut voir ça un petit peu sur du longtemps et non pas sur des courtes périodes. C'est une période effectivement difficile. On a vécu beaucoup de très belles années. Dans les années 70, 80, c'était plutôt, même 90, c'était encore très bien. C'est après que ça a commencé un petit peu à aller moins bien. Puis 5 ans, ça va encore moins bien. Et je pense que malheureusement, ça risque encore d'être pire. Mais soyons unis. Ayons cette foi en nous-mêmes, donc peut-être ce retour à nous-mêmes, et surtout, soyons dans la joie, c'est important. Il y a plein de choses pour être joyeux tous les jours, pour être en joie, pas être joyeux, être en joie tous les jours autour de vous, que ce soit votre famille, que ce soit à l'extérieur, que ce soit le sourire de quelqu'un quand vous traversez la rue, peu importe, tout ça, ce sont des petites choses qui sont hyper importantes et qui vous mettent en joie et qui vous permettent d'avancer et d'être à peu près serein. Voilà. J'ai envie de terminer comme ça. Eh bien, un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci à notre ami Eric, à la technique, qui, sans lui, bien évidemment, sans lui, cette émission et toutes les émissions d'ailleurs sur JSF TV ne pourraient pas avoir lieu. Je ne peux que vous conseiller, amis internautes, d'aller faire un tour sur le site de la fondation que Michel et Frédéric ont créé, qui s'appelle donc Temisia JOA. Voilà, et vous allez la trouver sur Internet. Elle s'affiche direct en première page. Je l'ai trouvée très très vite. Donc allez-y, vous verrez, c'est une belle présentation de cette fondation. Amis internautes, un grand merci pour votre fidélité et comme d'habitude, allez, diffusez largement, s'il vous plaît, toutes nos émissions, hein, parce que c'est important si vous voulez que les véritables informations circulent. Et ben écoutez, c'est à vous de jouer. Voilà. Et pour ma part, moi je vous retrouve demain avec notre ami Eric. Nous avons un invité spécial, mais nous vous divulguerons que demain qui il est. Jusque-là, suspense. Allez, c'est parti. Merci à toutes les deux et à bientôt. Merci beaucoup, Claude. Merci.